les transformateurs. On a parlé du fait que les alternateurs produisent une très grande majorité de l'énergie électrique dans le monde, et que l'énergie électrique, elle peut être fournie à tes appareils électriques en les branchant dans ta prise. Mais tu t'en doutes peut-être, la tension à la sortie de l'alternateur d'une centrale nucléaire, par exemple, est, légèrement plus importante que celle à la sortie de la prise d'alimentation dans ton mur. À la sortie de la centrale, on a par exemple 20 000 volts, et à ta prise, on en a 230. Et en plus, entre la centrale et ta maison, tu le sais peut-être aussi, mais l'électricité, elle est acheminée par des câbles haute tension, à plusieurs centaines de milliers de volts. Pourquoi d'ailleurs? On en parle juste après. Et pareil, tout plein d'appareils électriques, dont celui que tu utilises à l'instant pour regarder cette vidéo, ne fonctionne pas avec une tension électrique de 230 volts. Ce serait beaucoup trop. On a donc besoin d'outils pour permettre d'augmenter ou de diminuer la tension d'un circuit électrique à l'autre. C'est là qu'interviennent les transformateurs. Alors concrètement, comment ça marche? Dans sa forme la plus simple, on peut représenter un transformateur comme un cadre métallique, comme un cadre en fer, matériau particulièrement perméable au champ magnétique. Ce cadre en fer va être parcouru par un enroulement d'un circuit connecté au générateur de tension. Ce circuit, appelons-le le circuit primaire. Et puis on a aussi un enroulement d'un deuxième circuit connecté au récepteur qui va consommer l'énergie électrique fournie. Ce circuit, on va l'appeler le circuit secondaire. Et toi, tu as des notions d'électromagnétisme, tu te rends compte que si tu as un courant qui parcourt un solénoïde, ça génère un champ magnétique. Et comme ce courant alterne de sens, tu vas aussi avoir un champ magnétique qui oscille. Et comme le cadre en fer est particulièrement perméable au champ magnétique, l'entièreté du champ magnétique va être canalisée dans le cadre plutôt que d'être dispersée dans l'air autour. Donc les variations du flux magnétique qu'on observera seront partout les mêmes dans ce cadre. Donc les variations du flux magnétique provoquées par les oscillations électriques du circuit primaire correspondent aux variations de flux magnétique passant à travers le circuit secondaire. Et là, paf, loi de Faraday. S'il y a une variation du flux magnétique à travers le deuxième circuit, un courant électrique va être induit dans ce deuxième circuit. Et on sait que le lien entre la variation du flux magnétique et la tension électrique induite, c'est que U est égal à moins N, le nombre de spires, fois dφ sur dt, la variation du flux magnétique au cours du temps. On peut donc reformuler ça comme étant que dφ sur dt est égal à moins U sur N. Et comme ces variations de flux sont les mêmes pour les deux circuits, le primaire et le secondaire, on peut donc dire que dans le circuit primaire, dφ sur dt donnera moins U1, la tension dans le premier circuit, divisé par N1, le nombre de spires du premier circuit, alors que dans le circuit secondaire, on a ce même dφ sur dt qui donnera moins U2, la tension dans le deuxième circuit, sur N2, le nombre de spires du deuxième circuit. Autrement dit, U1 sur N1 est égal à U2 sur N2. Et ça y est, on vient de démontrer qu'en faisant varier le nombre de spires des enroulements primaires et secondaires, on a provoqué une variation de la tension électrique U entre le premier et le deuxième circuit. Si le nombre de spires du deuxième circuit est supérieur à celui du premier circuit, on aura une tension électrique plus élevée dans le deuxième circuit. C'est donc un transformateur qui augmente la tension électrique, ce qu'on appelle un survolteur. Et à l'inverse, si le circuit secondaire compte moins de spires que le circuit primaire, on y développera une tension électrique plus faible que dans le circuit primaire. On a alors un transformateur qui diminue la tension électrique, ce qu'on appelle un sous-volteur. Alors très bien, on a modifié la tension, mais concrètement, il n'y a pas eu d'énergie gagnée ou perdue dans ce processus. Alors si la tension, c'est-à-dire l'énergie fournie par unité de charge, a changé, comment ça se fait que l'énergie se conserve? Tout simplement parce que ce changement de tension provoque par conséquent un changement inversement proportionnel de courant I. Tu te rappelles, ou pas, et si c'est pas le cas, désolé, accepte-le, que la puissance électrique P peut être calculée comme étant la tension électrique, énergie communiquée à chaque charge, fois
l'intensité du courant électrique, le débit des charges. Et ben du coup, si P égale U fois I, et que la puissance reste constante, ça implique que la puissance P1 fournie par le circuit primaire doit être égale à la puissance P2 dans le circuit secondaire. Et donc que U1 fois I1, le produit de la tension et de l'intensité du courant dans le premier circuit, doit être égal à U2 fois I2, le produit de la tension et de l'intensité du courant dans le deuxième circuit. Ça revient à dire finalement que U1 sur U2 est égal à I2 sur I1. Autrement dit, si j'ai un survolteur qui, par exemple, double la tension électrique, par la même occasion, il divise l'intensité du courant par 2. Et si c'est un sous-volteur qui divise la tension électrique par 2, par la même occasion, il aura doublé l'intensité du courant. Alors pour être tout à fait complet, sachons que dans la réalité, aucun transformateur n'est parfait. Et il y a bien des pertes de puissance dans les transformateurs habituels, mais c'est pas notre sujet. Ici, on prend une situation idéale. Alors voilà, pour conclure en beauté, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à augmenter la tension électrique à la sortie d'une centrale électrique pour l'amener à des centaines de milliers de volts sur une ligne haute tension pour ensuite simplement la rediminuer avant d'arriver à nos maisons? C'est pour éviter les gaspillages. Tu le sais peut-être, mais aucun conducteur n'est parfait. Et lorsqu'un courant électrique passe dans un circuit, inévitablement, une partie de l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur par ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors sans rentrer dans trop de détails, l'effet Joule nous dit que la puissance perdue sous forme d'énergie thermique, P thermique, est égale à R, la résistance du circuit concerné, fois I carré, l'intensité du courant, au carré. Alors ce serait vraiment triste de produire coûteusement toute cette énergie électrique pour la gaspiller en chauffant des fils de câbles qui amènent l'électricité jusqu'à la maison. Donc on cherche à tout prix à minimiser dans tout l'acheminement d'électricité ce facteur RI carré. Alors on diminue R en choisissant des câbles qui sont des bons conducteurs et suffisamment larges que pour pas faire d'obstruction au passage d'électricité, mais bon, il y a des contraintes là-dessus aussi, il y a pas de conducteur parfait comme je le disais. Et puis surtout, on veut diminuer l'intensité du courant. Comme tu vois, la puissance thermique gaspillée, elle est proportionnelle à I carré. C'est pour ça qu'on amène de l'électricité dans des câbles à haute tension. En augmentant la tension très fort, on fait baisser l'intensité du courant. Et donc, on fait vraiment baisser beaucoup la puissance thermique dégagée par les fils. Et donc on limite les pertes d'énergie électrique. Et ça, je suis désolé, mais tu dois l'avouer, c'est beau.